Et je remercie le Centre de recherche du Château de me donner l'opportunité, en fait, de prendre la parole aujourd'hui dans cet endroit prestigieux pour évoquer avec vous une grande aventure de recherche sur les spectacles à Rome au XVIIe et au XVIIIe siècle, aventure qui s'est terminée il y a maintenant en fait quelques mois, qui s'est conclue en août dernier, lorsqu'est paru notre livre final. Alors Benjamin m'a présenté rapidement, j'ajouterai juste une chose concernant en fait, on va dire plus mon positionnement de chercheuse. Moi jusqu'à présent, si je devais dire quel est le principe structurant de ma recherche, c'est de considérer toutes les productions artistiques, donc qu'elles soient théâtrales, musicales, chorégraphiques, comme des pratiques sociales. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les arts dans leur contexte. Et il y a donc deux raisons à ma prise de parole aujourd'hui. Donc la première est en effet circonstancielle puisque je suis chercheuse extérieure au centre de recherche. Mais il y en a une deuxième qui, me semble-t-il, est plus profonde et qui fait qu'il y a du sens à parler à Versailles de la Rome du XVIIe siècle et de la vie spectaculaire intense qui s'y déroulait, tant les liens entre les deux villes ont été forts durant la période qui va nous intéresser. Donc des liens d'abord religieux, puisque la France est considérée comme la fille aînée de l'Église, des liens également politiques, artistiques, économiques. Alors je vais parler d'une époque qui correspond en France au début de la régence d'Anne d'Autriche, qui couvre ensuite tout le règne de Louis XIV et qui prend en compte une partie du règne de Louis XV. Côté romain, durant cette même période, 11 papes se sont succédés. Alors les spectacles romains sont le reflet de cette période qui a été tumultueuse, marquée par la politique agressive de Louis XIV en Europe, puis par la guerre de succession d'Espagne, donc guerre qui dure de 1701 à 1714, dont l'enjeu, après la mort sans descendance de Charles II, c'était le roi d'Espagne, le dernier Habsbourg espagnol, dont l'enjeu était l'accession au trône d'Espagne et à travers elle, la domination en Europe. Alors, dans ma présentation, deux discours vont se mêler, donc à la fois des informations sur la vie spectaculaire romaine, et puis j'aimerais également vous faire part de mon expérience, en fait, sur la manière de conduire cette recherche. Alors, je vais commencer par une petite... déjà voir si j'arrive à utiliser la manette, mais tout fonctionne au mieux. Il faut dire que c'est luxueux. Alors, si vous connaissez Rome, vous savez que c'est une ville qui est un véritable musée à ciel ouvert. Il est très rare en fait qu'on ait détruit totalement. On reconstruit toujours par-dessus. Et lorsqu'on arpente la ville, parce que Rome est une ville où on marche beaucoup, on ne cesse de voir des vestiges qui peuvent être inclus dans les façades, tantôt une colonne, tantôt un bas-relief, tantôt une inscription. Et on y reconnaît sans peine les différentes strates temporelles. Les vestiges des époques passées sont donc nombreux et ce sont en fait des réalisations tangibles qui ont survécu. Alors survécu aux invasions, au vol, aux restaurations, également à la pollution moderne. Et il n'est donc absolument pas étonnant, compte tenu de tous ces vestiges, que l'histoire des arts à Rome, sous l'Ancien Régime, soit dominée par l'étude de l'architecture, l'étude des monuments, mais aussi des peintures, de la sculpture, c'est-à-dire des arts dont les réalisations sont encore aujourd'hui sous nos yeux. Alors, la question est, mais qu'en est-il des arts plus éphémères, comme le théâtre, la musique et la danse, dont on sait qu'ils étaient abondamment pratiqués à l'époque?
comment faire leur histoire, à partir de quelles sources. Et on se rend compte qu'ils ont laissé des traces, eux aussi, dans des partitions, dans des tablatures notées, dans des livrets d'opéra, des traités chorégraphiques, parfois dans des costumes miraculeusement conservés, des instruments de musique qui nous sont parvenus, des représentations gravées de scènes théâtrales, des journaux, etc. Et donc, autant de vestiges de pratiques qui étaient extraordinairement développées au sein d'une société qui était très engagée sur le plan artistique. Alors là, je vous demanderai de vous concentrer, parce que ce que je vais vous dire, ça vaut pour tout le reste. Donc il faut bien avoir ces choses en tête. Ce sont des éléments qui sont des clés, en fait, pour comprendre la suite. Alors à cette époque, Rome est le centre de la chrétienté, mais est aussi la capitale des États pontificaux qui occupent un large territoire. Le pape, qui possède son armée, y exerce un pouvoir spirituel et temporel, tandis que la vie politique, l'économie, les rapports sociaux sont depuis longtemps dominés par une vingtaine de familles. Alors, lorsque je vais utiliser le terme de famille ce soir, je n'entends pas seulement des personnes qui sont rassemblées en un même lieu de résidence, mais des groupes qui sont unis à la fois par des liens de parenté et par des alliances. Il y a 3 catégories de noblesse à l'époque à Rome. La noblesse féodale, qui est donc la plus ancienne, celle qui a acquis un titre pontifical de prince ou de duc, ou qui possède un cardinal parmi ses membres, et enfin la noblesse urbaine ou civique, qui est moins, disons, encline à des pratiques de mécénat envers les arts. À Rome, il n'y a aucune continuité dynastique, contrairement à la France. En France, vous avez cette puissance royale héréditaire très centralisée, tandis qu'à Rome, à chaque nouveau pape, c'est un nouveau clan, une nouvelle famille finalement, qui accède au pouvoir. Et donc, il y a une forme d'instabilité politique qui fait que la plupart des familles, pour consolider leur position, se rangent soit du côté des Bourbons, soit du côté des Habsbourg, c'est-à-dire les 2 grandes dynasties qui se partagent l'Europe. Ce sont des soutiens finalement beaucoup plus forts et plus pérennes. Et ça, c'est une partition des choses qui a des conséquences dans le monde du spectacle. Par exemple, dans la famille Colonna, donc qui est pro-espagnole, on va monter des comédies dans la langue de Cervantes. Chez les Orsini, qui eux sont pro-français, donc une tradition francophile, on apprécie des comédies de Molière. Toutes ces maisons nobles, qui sont en concurrence permanente pour le pouvoir, disposent de leur propre cour. Alors vous avez, chaque famille possédait son palais à l'intérieur de la ville, mais avait aussi une villa de villégiature, parfois des châteaux forts, autour de Rome, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Latium, et dont il reste d'ailleurs de nombreux exemples. Vous connaissez peut-être le château de Vignanello pour la famille Ruspoli. Vous avez aussi la villa de Bagnaia dans le nord du Latium, ou encore à Frascati, à l'est de Rome, pour la famille Aldobrandini. Alors moi, je vous conseille de bien retenir ces noms, parce que c'est un magnifique itinéraire de voyage, assez original, parce que en fait, faire les villas de villégiature de la noblesse aristocratique, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Et dans le 2e livre que je vous présenterai tout à l'heure, on a fait d'ailleurs une carte des lieux de villégiature, donc où vous pouvez retrouver tous ces noms. Donc Rome se caractérise, donc à la différence de Versailles, par son polycentrisme culturel, c'est-à-dire vous avez différents centres, chaque cour a finalement sa production artistique, ce qui, pour les artistes, crée des espaces de liberté qui sont aussi des espaces de création. En fait, ça favorise une vie artistique extrêmement riche.
Les familles aristocratiques rivalisent dans l'organisation de spectacles grandioses qui transforment la ville en une sorte de théâtre permanent, et surtout au moment du carnaval. Alors, quand je parle de cette passion pour les spectacles, il faut quand même que je définisse ce que j'entends par spectacle, parce que là, j'entends dans un sens très large. Lorsque l'on parle de cavalcade, de parade, lorsqu'on pense aux feux d'artifice, lorsqu'on pense à des représentations théâtrales et musicales, lorsqu'on on pense également sur les tréteaux, par exemple, à des comédies improvisées, à des spectacles de marionnettes, ou encore à des opéras, des pastorales, des cantates, des sérénades. Dans tous les cas, on parle de spectacle, c'est-à-dire de production artistique qui suppose une mise en scène préalable, et mise en scène qui s'adresse à un groupe d'individus. Alors, le début de la période dont je parle aujourd'hui est particulièrement intéressant parce que c'est un moment où le monde des arts vivants n'est pas encore institutionnalisé. Et donc, vous n'avez pas forcément vous n'avez pas d'ailleurs au début de la période, donc on commence vers 1644, de théâtre qui soit stable, d'opéra, de sociétés de concert, sont des choses qui arrivent après. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Rome, du fait justement de cette instabilité, du changement très fréquent de pape, eh bien, on avait une variation dans la politique vis-à-vis du théâtre. Il y avait des papes qui étaient très opposés et d'autres qui étaient plus conciliants. Et donc l'avènement des théâtres publics a été beaucoup plus tardif qu'à Venise, par exemple. Le premier théâtre public avec une entrée payante à Rome, c'est le théâtre de la Pace, de la paix, qui ouvre à partir de 1666 à l'ouest de la place Navone, et qui abrite en son emplacement aujourd'hui un bar très prisé des touristes. Vous avez le Tordinona qui ouvre ses portes en 1671, qui se trouve sur la rive du Tibre en face du château Saint-Ange. Et vous avez le Capranica, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui se trouve en fait derrière l'actuelle Chambre des députés, qui occupe le palais Montecitorio, qui a d'abord été un théâtre privé, avant d'accueillir officiellement un public payant à partir de 1695. Et donc après cette longue introduction, moi je vous propose de réfléchir en fait ensemble au paradoxe que constituait la stratégie finalement de ces familles, qui était de cultiver des arts éphémères pour marquer les mémoires. Alors je ferai un tout petit détour autobiographique pour vous expliquer aussi comment j'en suis arrivée là. C'est que j'ai eu la grande chance de passer 4 ans à l'École française de Rome, qui est une institution qui a été fondée en 1875 et qui se trouve ici, en fait, là, 2e et 3e étage, là, qui est dans les toits, du Palais Farnèse, où se trouve l'ambassade de France. Pendant ce séjour, j'ai découvert de nombreux papiers qui appartenaient à une princesse française qui épousait un prince romain en 1675, Marianne de la Trémouille, sur laquelle je suis en train d'écrire un livre, et je ne résiste pas au plaisir de vous la montrer, là dans un tableau qui est attribué à Nicolas de l'Argilière, conservé aujourd'hui au château de Séran, à Saint-Georges-sur-Loire, dans les Pays de la Loire. Et en fait, la richesse des traces concernant les arts du spectacle au sein des archives de la famille Orsini, oui, parce que déjà à l'époque, les Français ne savaient pas parler les langues étrangères, et donc au lieu de dire Orsini, ils disaient Ursin. Voilà pourquoi la princesse s'appelle princesse des Ursins. Eh bien, dans les archives de cette famille, en fait, l'importance des traces concernant les arts du spectacle était telle que j'ai vite compris en fait qu'il fallait élargir l'enquête à l'ensemble des familles nobles de la ville, et j'ai compris aussi qu'il ne me serait pas possible d'effectuer cette recherche toute seule.
Et c'est ainsi que j'ai donc monté un projet qui s'appelle donc le projet Performart, mais qui est un acronyme en fait, voilà, mais qui cherchait à faire l'histoire des arts du spectacle à Rome. C'est un projet donc que j'ai dirigé de 2016 à 2022 et qui a été coordonné par Michela Berti. Il a été financé par l'ERC, alors ça j'en dis quand même un tout petit mot, qui est le Conseil européen de la recherche, qui est destiné à soutenir des projets de recherche exploratoires. Donc il y a vraiment une dimension méthodologique qui est capitale, parce qu'en gros, il finance des projets où il s'agit d'étudier des problèmes qui ne sont pas clairement encore définis, pas clairement compris en fait. Et donc c'est aussi des projets qu'on peut rater en fait. Il y a quand même vraiment une idée il y a un risque en fait quand on fait un projet ERC. Et c'est un conseil qui a été créé en 2007 et qui permet de mener une recherche à assez grande échelle. J'ai pu ainsi mettre en place une équipe internationale, interdisciplinaire de 31 personnes venant de 8 pays d'Europe. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir mentionner les travaux de chacun, mais j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un travail d'équipe, où chacun a vraiment apporté sa pierre. Et cette équipe avait pour caractéristique de mêler des chercheurs de disciplines diverses et aussi des archivistes qui ont passé au peigne fin les archives d'une douzaine de familles de l'époque qui sont conservées à Rome et ailleurs. Et l'originalité de notre équipe, alors là c'est quelque chose où au début les chercheurs de l'équipe m'ont beaucoup maudite parce que j'avais en fait décidé de faire travailler de manière systématique un chercheur et un archiviste. Alors vous savez par exemple que les musicologues ou les spécialistes de théâtre ou les historiens sont convaincus de savoir très bien lire les archives. Et moi j'étais convaincue qu'on les lisait très mal. Et en fait ça s'est révélé vrai, c'est-à-dire que les archivistes ont une science que les chercheurs n'ont pas forcément. Et donc le fait de travailler en binôme était une forme de garde-fou par rapport à des interprétations erronées. Et ça a été un des grands succès en fait du projet parce que les chercheurs ont aussi énormément appris. Et pour les archivistes, c'était aussi une aubaine que de pouvoir étendre leurs compétences à de nouveaux fonds. Alors le but du projet a été de déplacer en fait l'attention des commandes de la papauté en matière d'art, en matière d'architecture, vers les très nombreuses performances qui incluaient du théâtre, de la musique et de la danse, qui étaient commanditées par les principales familles de l'époque. Donc en gros, on changeait la focale, on quittait la cour pontificale pour aller dans la ville. Et jusqu'alors, la recherche s'était concentrée toujours sur le patronage spécifique d'un pape, d'un cardinal, mais donc toujours sur une figure. Et il n'existait pratiquement pas, en tout cas peu, d'études vraiment interdisciplinaires. Et donc le but, ça a été de sortir de cette approche fragmentaire en travaillant sur un milieu, et donc un milieu culturel, et sans privilégier un art sur les autres, mais en les considérant comme des éléments d'un même climat artistique. Alors, juste un tout petit mot sur les bornes chronologiques, parce que vous voyez ces dates. En fait, quand on travaille sur l'histoire de Rome, les bornes chronologiques, c'est toujours des débuts et des fins de règne de pape. Donc 1644, c'est l'arrivée du pape Pamphili, et qui arrive après le règne d'un pape Barberini, qui a régné pendant plus de 20 ans, et dont le règne était déjà extrêmement bien connu. Donc j'ai décidé de commencer après. Et on a travaillé jusqu'en 1740, qui correspond à la mort cette fois d'un cardinal, le cardinal Ottoboni, qui a été un très grand mécène. Et c'est aussi une date qui correspond à la fin de ce qu'on a appelé le petit népotisme. Alors ça, c'est un mot un peu barbare, le petit népotisme. Ça désigne la manière dont le pape favorisait sa famille, et en particulier ses neveux, qui étaient toujours cardinaux.
Et donc, voilà, le népotisme prend fin à ce moment-là. Et c'est aussi un moment où on constate que Rome n'est plus le lieu où se résolvent les conflits internationaux. Donc, il y a une perte d'importance politique de la ville. Alors, pour dire quelques mots maintenant sur la méthodologie, nous avons donc travaillé dans des archives aristocratiques, conservées en fait dans des institutions publiques ou conservées encore chez des particuliers. Et nous avons pris en considération 11 familles que vous voyez ici à l'écran. Alors un petit mot là aussi, ce sont des familles qui ont encore des archives extrêmement riches. L'Italie, contrairement à la France, n'a pas connu d'équivalent de la Révolution. Et donc, les archives sont encore conservées, et souvent de manière assez conséquente. Et donc, on a bénéficié de cette conservation exceptionnelle. Et je voudrais souligner aussi le plaisir, en fait, qu'on a eu à aller travailler, notamment dans les villas qui pouvaient conserver encore certaines archives. Là, c'est la villa des Aldobrandini à Frascati, où l'une de nos collègues a mené toute sa recherche dans les archives qui sont conservées au 3e étage, ici, de la villa. Les fonds d'archives ont été répartis entre différents chercheurs. Donc, il y en a qui ont décidé de se concentrer sur un fonds, il y en a d'autres qui ont décidé d'avoir des recherches plus transversales, en fait. Et on a finalement dû étendre l'enquête en dehors de Rome et même en dehors de l'Italie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que vous aviez énormément de représentations diplomatiques dans la Rome de l'époque, où les ambassadeurs qui pouvaient venir à la cour pontificale écrivaient, envoyaient des rapports, restaient en contact avec leur pays d'origine. Et donc, on a dû aller, par exemple, au Portugal, par exemple en Espagne, mais aussi à Vienne, également aux Pays-Bas. Enfin bref, ce qui était au départ une recherche conçue pour être proprement romaine, nous a emmenés en fait sur les routes d'Europe. Et nous nous sommes aussi rendus compte que les archives des familles ne suffisaient pas, parce que la plupart des chefs de famille envoyaient ses enfants. Alors là, je parle en fait des fils de famille, parce que les filles, elles, étaient plutôt éduquées à domicile ou au couvent, mais on envoyait donc les rejetons mâles dans des collèges. Et donc, nous avons pris en compte aussi les archives de 2 collèges, le séminaire romain et un autre qui s'appelle le Collegio Nazareno. Et là, j'en dis juste un mot, parce que heureusement qu'on a eu accès à ces archives. C'est l'un de nos collègues, Aldo Roma, qui avait décidé de travailler sur ce fonds. On a d'ailleurs visité avec lui le collège où les archives étaient encore conservées. Et aujourd'hui, c'est devenu un hôtel 5 étoiles. Donc, on a pu assister au tout dernier moment, en fait, de ce collège qui avait plusieurs siècles. Et le travail qu'il a fait, lui, en termes aussi d'inventaire de ce fonds, de catalogage de ce fonds, a été complètement nécessaire et utile au moment du transfert des archives ailleurs. Alors, je passe rapidement en revue le type de document sur lequel on a travaillé. Je vous ai mis en fait un exemple à chaque fois. Donc, qu'il s'agisse donc de livres de comptes, alors les documents comptables, ça a été vraiment notre source principale de travail, mais également des lettres, des avvisi. Avvisi, vous reconnaissez, en fait, c'est avvisare, aviser. En fait, ce sont des journaux. C'était des feuilles que les personnalités de l'époque se faisaient faire, des feuilles d'information. Ils avaient leurs informateurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle les avvisi, les inventaires et les testaments. Là, vous avez un exemple de livret d'opéra ou des partitions de musique. Grosso modo, là, évidemment, je ne rentre pas dans le détail. La question qui se pose quand on travaille comme ça, on était 27 finalement à travailler concrètement sur ces archives, comment est-ce qu'on fait pour
rassembler ce que chacun fait, pour ordonner ces documents, pour les mettre en relation et pour, in fine, partager aussi le résultat de notre recherche avec une communauté plus large. Je vous rappellerai que le ERC dont je vous ai parlé, ce sont des fonds publics, ce sont des fonds européens, et donc c'était important, in fine, qu'il y ait un retour aussi de notre travail vers une communauté plus large. Et donc on a constitué une base de données dont là je vous montre en fait juste la barre des menus qui est accessible par tout un chacun sur la plateforme du CNRS qui regroupe en fait toutes les bases de données du CNRS et qui s'appelle Humanum. Et si vous tapez Humanum Performart, vous tombez dessus. Et chaque icône, en fait, ici par exemple, là, vous voyez, vous avez presque 6000 documents transcrits. Là, vous avez presque 8000 personnes qui sont décrites. Vous avez 1600 œuvres. Et là, je vous montrerai surtout cette icône avec près de 2500 événements qui sont des événements pour la plupart spectaculaires qu'on a pu donc repérer, décrire, commenter. Et cette base de données a donné lieu également, et là c'est ici, à la constitution d'un thésaurus. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, en fait, c'est un vocabulaire, une liste de termes hiérarchisés qui va vous permettre de faire des recherches très précises à l'intérieur de la base. Et j'en dis un mot, mais par exemple, le terme qui sera tout en haut, par exemple, c'est la danse. Dans la danse, vous allez avoir une catégorie d'interprètes, vous allez avoir une catégorie d'œuvres. Ces catégories d'interprètes et d'œuvres se subdivisent elles-mêmes en différentes catégories, etc. C'est comme ça que marche un thésaurus. Et on a réalisé un thésaurus avec un nombre d'entrées assez conséquent, puisque c'est presque 2300. Et à ce moment-là, donc, c'est une forme d'indexation, en fait, des archives. Et ce matériau, quand on a commencé à travailler, pour un matériau ancien comme le nôtre, n'était pas encore tellement développé en Italie. Et l'équipe en fait d'indexation nationale italienne, qui s'appelle en fait le Nuovo Soggettario, qui se trouve à la Bibliothèque nationale centrale de Florence, a accepté en fait que chaque début de mois, on verse dans leur système, qui est donc le système national italien, nos descripteurs, c'est-à-dire les mots qu'on entrait dans notre thésaurus, qui aujourd'hui servent donc au niveau national à décrire le matériel archivistique. Alors, quel est l'intérêt finalement, cette fois au niveau de l'analyse, de passer par une base de données pour réfléchir au spectacle ? Alors, indépendamment du fait que ça permet de partager les informations entre nous, bien sûr, mais l'outil permettait aussi de considérer en fait les familles dans les relations qui les unissaient. C'est-à-dire que ça permet de faire des liens entre les personnes, les œuvres. En fait, ça permet de faire des liens entre toutes les informations qu'on trouve et de mettre en lumière aussi des séries d'événements. Alors, je vous donne juste un exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit que la vie spectaculaire était particulièrement intense pendant le carnaval. Bon, pendant le carnaval, vous pouviez avoir plus d'une centaine de spectacles qui allaient être organisés. Eh bien, à partir de la base, vous pouvez récupérer tous les spectacles pour un carnaval et ça permet de voir comment ces spectacles entraient en interaction. Parce que vous soyez pro-Bourbon, pro-français, pro-Habsbourg, vous n'organisiez pas les mêmes choses et donc ça permet en fait une vue beaucoup plus complète et dynamique aussi des choses. Alors, à partir de ce réservoir d'informations, il s'agissait d'organiser la réflexion collective. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait penser ensemble 27 personnes qui d'ailleurs n'ont pas forcément envie de penser ensemble, il faut le préciser. Et donc l'idée était de proposer un ou deux concepts où on s'accorde en fait sur le sens qu'on leur donne et que chacun essaye ensuite de l'appliquer par rapport à ses recherches et de voir ce que ça donne. Alors j'en ai proposé deux. Le premier, c'est un concept qui n'existe pas
au XVIIe ni au XVIIIe siècle, qui est celui de performance. Et le deuxième, qui existait au XVIIe ou au XVIIIe siècle, c'est celui de magnificence. Alors, je vais dire un mot de chacun des deux. Et surtout, je voudrais vous montrer, en fait, mon idée, c'est un petit peu de montrer, de vous faire entrer en quelque sorte dans notre laboratoire de travail pour vous montrer comment on a pu travailler en appliquant un de ces concepts aux archives trouvées. Alors, j'ai pris un exemple, et puis qui permet aussi de valoriser le travail d'une collègue qui a effectué un long séjour au centre de recherche du château, qui est Christine Jeanneret, et qui a travaillé, elle, sur un banquet, le banquet Chigi, qui a lieu en 1668 à Rome, et qui est organisé par un certain Flavio Chigi, qui est le cardinal, qui est le neveu du pape de l'époque, qui est Alexandre VII, qui vient tout juste de décéder. Alors, c'est important de savoir que le pape vient de décéder. Vous allez voir pourquoi. Il organise un banquet absolument spectaculaire dans son casino. Casino, c'est une sorte de, on va dire, de petite demeure, mais au sein de Rome, mais qui permet d'aller prendre le frais au milieu d'un jardin, en fait. Et là, c'est près de l'actuel palais Barberini, si vous connaissez un petit peu Rome. Mais ce casino, aujourd'hui, est détruit. Et il organise ce banquet pour célébrer la nouvelle famille régnante, c'est-à-dire les Rospigliosi, puisque le pape qui vient d'être élu est un Rospigliosi. Vous avez compris le truc ? Parce que je vois des visages, alors il y a les gens qui descendent dans leur siège, et puis il y a ceux qui froncent les sourcils. Donc c'est le cardinal qui, en quelque sorte, est à un moment critique, puisqu'il n'a plus le soutien de son oncle, et qu'il cherche à s'attirer les faveurs de la famille qui, elle, vient d'accéder au pouvoir. Alors, le spectacle commence dans l'après-midi. Et il ne commence pas au casino. Il commence avec une parade du cardinal qui défile dans la ville en carrosse, accompagné des dames de sa famille et des dames des Rospigliosi, donc de la nouvelle famille régnante. Et ce genre de parade s'apparente à une sorte de prise de possession de la ville, où, en quelque sorte, on marque son territoire. La nuit tombée, hommes et femmes, cette fois, se retrouvent à l'entrée du jardin du casino, où un banquet a été organisé par Carlo Fontana, qui est un des principaux architectes très fameux de l'époque. Et pour ce banquet, Fontana donc là c'est une gravure du banquet, et je zoome ici sur ce qu'on appelle un triomphe, qui représente donc des aliments qui sont mis en scène dans des plats tout à fait luxueux. Fontana a donc préparé ces sortes de sculptures alimentaires, on pourrait dire. Le banquet fait intervenir aussi des parfums. On a divers parfums qui vont être diffusés pendant la fête. On a également de la musique avec un petit opéra, une œuvre d'un certain Baldini, mis en musique par Mariani, et une cantate de Stradella, qui est un autre compositeur fameux de l'époque, et chantée par une des stars de l'époque, qui s'appelle Giulia Mazzotti, qui est donc une chanteuse très renommée. Là, je vous montre juste pour que vous voyez. Ça représente en fait le petit jardin du casino. Et je zoome sur la scène centrale, ici, où vous voyez essentiellement toutes les femmes, les dames, qui sont assises au premier rang et qui regardent donc ce petit opéra qui est apparemment chanté et parlé, dont on nous dit qu'il s'agit d'une favola boscareccia, donc une petite fable champêtre.
On sait également qu'il y avait des changements de décor spectaculaires. Donc à un moment, vous avez des murailles qui apparaissent. Donc en fait, l'espace est constamment transformé pendant la soirée. Et il y a également des machines ingénieuses, dont certaines, pour le final du spectacle, vont produire des éclairs. Et donc, on a quelque chose de très spectaculaire. Et les invités, les artistes, mais d'une certaine manière aussi le jardin dans son ensemble, la nourriture qui est exposée, en fait, tout participe de la mise en scène, en fait, de l'événement. Et événement qui est destiné à montrer la puissance du cardinal Chigi. Je vous montre juste une autre gravure qui vous montre en fait les différents groupes en train de participer au banquet, où on remarque que les différents espaces sont extrêmement agencés. Rien n'est laissé au hasard, en fait. Si vous voulez, pourquoi j'insiste sur tout cela ? Eh bien, c'est pour vous dire, en quelque sorte, qu'est-ce que va apporter une étude de la performance ? En quoi elle permet de regarder ce spectacle avec un œil nouveau ? Parce que finalement, il y avait déjà des musicologues qui avaient pu travailler sur la musique, des historiens qui avaient pu travailler sur le contexte, des spécialistes du théâtre ou des spécialistes d'histoire de l'art. Mais le fait de reprendre l'ensemble de l'événement sous l'angle de la performance, eh bien, permet de ne plus séparer les différentes composantes de la fête et permet en fait tout simplement de replacer le spectacle dans une logique beaucoup plus large pour comprendre le contexte aussi dans lequel il s'inscrivait. Alors le contexte, il faut d'abord redire une petite chose, que j'ai choisi cet exemple parce qu'il a aussi un lien avec Versailles, c'est que Flavio Chigi, quelques années auparavant, 4 ans auparavant exactement, avait effectué une légation à la cour de Louis XIV, en quelque sorte pour porter les excuses de son oncle, le pape, après une affaire qu'on appelle l'affaire des gardes corses, qui avait fait grand bruit à l'époque et qui avait déclenché un conflit militaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire-là, mais Flavio Chigi avait fait un séjour en France et à la cour de Fontainebleau d'abord, et également à Paris, il avait pu assister à certains spectacles français. La Princesse d'Élide à Fontainebleau, une pièce de Corneille, l'Oedipe, et donc il est très probable qu'il a été inspiré par le modèle français qui allait prévaloir à Versailles dans ces années-là. Vous avez peut-être entendu parler des plaisirs de l'île enchantée exactement dans ces années-là. Et donc, il est bien possible qu'il ait souhaité faire quelque chose de comparable. Et une fois que le contexte est posé, eh bien, au niveau de la performance elle-même, notre collègue a découvert plusieurs centaines de pages de sources comptables qui permettent de faire l'histoire économique de l'ensemble du spectacle. Donc les reçus du tailleur, les reçus du cordonnier, les reçus des menuisiers qui ont travaillé aux échafaudages, à la construction des scènes, etc. Les comptes des cuisiniers, les fournisseurs des chandelles, le peintre des décors, les jardiniers qui ont dû, comme au moment des Jeux Olympiques ici en fait, qui ont dû vraiment complètement défaire puis refaire les jardins tels qu'ils étaient pour accueillir l'événement. Eh bien, tous ces documents, en fait, permettent de se rendre compte de l'importance du spectacle en tant que tel, et donc de l'importance aussi que le cardinal y accorde. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on regarde l'événement dans sa globalité, on va aussi voir la manière dont il a été reçu. Voilà, la réception, en fait, de l'événement. Et là, on se rend compte qu'il y a 2 discours complètement différents. Dans les journaux qui paraissent à l'époque, on nous dit que, je résume, que les invités ne reçurent pas même un verre de vin, ni un verre d'eau, et, je cite,
rentrèrent chez eux enragés de faim. D'autres sources affirment que les invités ont goûté et dévoré les triomphes qui ont dû être réparés parce qu'ils n'étaient pas faits pour être mangés, en fait, sur le moment, parce que le lendemain, le cardinal avait prévu de les envoyer à la famille Rospigliosi en cadeau. Donc on est en fait dans une construction complète d'un événement dont il existe une description qu'a rédigée l'architecte lui-même, Carlo Fontana, description qui est parue en fait la même année, en 1668, et qui donne en gros la version officielle. Vous avez la version officielle où tout est parfait, et puis ensuite, quand on fait l'histoire de l'événement par d'autres sources, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et l'intérêt, en fait, eh bien, c'est de voir que les banquets qui normalement avaient lieu pour célébrer des mariages, les banquets étaient organisés dans les familles essentiellement pour des unions matrimoniales, et bien là, ce que Chigi essaye de faire, c'est célébrer une union, certes, mais entre deux familles, la sienne et les Rospigliosi. Je préciserai aussi une dernière chose, c'est que les archives comptables attestent en fait aussi le nombre considérable d'artisans et d'artistes qui participaient en fait à un tel événement. Et ça a été aussi pour nous une porte d'entrée pour se rendre compte qu'il existait tout un personnel spécialisé dans la Rome de l'époque, dans le monde du spectacle. Tous les corps de métier, en fait, avaient leurs représentants. Et donc l'usage de ce concept de performance qu'on a essayé d'appliquer donc à différents cas nous a permis en fait de constater qu'il y avait une sorte de manière de faire commune à l'ensemble des familles romaines de l'époque. C'est-à-dire qu'on la retrouve dans toutes les familles. Et aujourd'hui, en fait, on parlerait d'une stratégie d'investissement culturel semblable à l'échelle de l'ensemble des familles de la noblesse. Et en organisant ces spectacles selon un protocole bien défini, eh bien, les familles obéissaient à une sorte d'obligation sociale. Il s'agissait en fait de faire événement, de marquer les esprits, d'éblouir, et d'éblouir notamment en étourdissant les sens, avec les parfums, avec la musique, avec ces changements de décor à vue, et en transformant les lieux. Alors, cette démarche donc, a donné lieu à un premier ouvrage collectif que je vous montre ici. Et je préciserai une chose, c'est que l'ensemble de nos publications existent en version papier. Là, le livre, je l'ai déposé ici sur le pupitre, mais est également en accès libre et gratuit sur Internet, encore une fois, puisqu'il s'agit d'argent européen. On partage, en fait, avec tout un chacun le résultat de nos recherches. Alors, à l'issue de cette première enquête, il y avait une question qui appelait un approfondissement, qui était qu'est-ce que finalement ces familles avaient donc à gagner en organisant ces événements éphémères. Et donc c'est là que la notion de magnificence entre en jeu. Et donc je vais essayer de vous la décrire rapidement, parce que je précise que je tiens absolument à garder un petit temps d'échange à la fin, où vous puissiez poser vos questions. Donc, je vais essayer de préserver ces quelques minutes. Alors, ce concept de magnificence, qui est un mot qu'on peut encore entendre aujourd'hui, mais avec un sens qui n'est pas forcément toujours très évident, c'est un mot qui vient du latin, qui est donc le magnum facere, qui signifie faire quelque chose de grand. Et ce terme trouve ses origines dans la philosophie grecque antique, avec un autre terme qui est le terme de mégaloprépéia, qui exprime une grandeur appropriée. Alors, là, je vous ai noté la phrase, parce que ça me paraît important. Pour Aristote, l'homme magnifique, c'est celui qui dispose des moyens appropriés et qui sait dépenser sur une grande échelle, pas pour lui-même, mais dans l'intérêt du bien commun.
Donc, et cette notion de bien commun est très importante dans l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, donc au fil du temps, en traversant le Moyen Âge et à la Renaissance, le concept en fait s'est transformé et la notion de bien commun s'est estompée. Et la magnificence, en fait, qui au départ était une vertu, devient en fait une sorte de grande dépense pour soi. C'est-à-dire, en fait, une sorte d'impératif catégorique pour toute une classe sociale, qui est un impératif de splendeur, en fait, pour la noblesse. Et si on se remet à Rome, et dans l'époque où l'on est, donc je vous rappelle juste qu'on est bien sûr après le Concile de Trente au XVIe siècle, qui a été une sorte de réponse à la réforme protestante, et où la magnificence est devenue un instrument de pouvoir pour le pape et la noblesse. Instrument de pouvoir qui sert en fait à contrer toute critique sur l'opulence de l'Église. Donc la magnificence, elle est très importante parce qu'on justifie comme ça toutes les richesses de l'Église en montrant que finalement, elle participerait aussi du bien commun. Bon. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, Rome, je vous l'ai dit rapidement en introduction, connaît une sorte de période de stagnation politique, stagnation sociale. Pour les membres de la noblesse, à partir du moment où la paix revient en Europe, donc là je vous parle en fait, il y a deux dates importantes. D'abord le traité de Westphalie en 1648, qui met fin en fait à une guerre qui était la guerre de 30 ans, et donc a touché l'Europe entière. Traité qui ensuite est suivi par la paix des Pyrénées en 1659. Vous avez une sorte de paix qui est instaurée entre les puissances européennes, et c'est le moment qui va correspondre au déclin progressif du pouvoir pontifical, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse plus au roi pour arbitrer, en fait, au pape, pour arbitrer les conflits. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les membres de la noblesse romaine ? Il se passe qu'en fait, leur gloire ne va plus dépendre de faits militaires. Et la compétition entre eux va se déplacer, en fait, sur le terrain des arts. D'où l'importance des spectacles. Alors, je voudrais évoquer, mais assez rapidement, 3 points concernant la magnificence. Tout d'abord, voir comment la noblesse romaine finance ses dépenses, qu'on appelle des dépenses somptuaires, donc des dépenses qui peuvent apparaître comme des dépenses luxueuses. Et donc c'est là que l'étude des sources comptables, dont je vous ai dit qu'elle a été essentielle pour nous, eh bien c'est là qu'elle est capitale pour comprendre le financement des spectacles. Alors je vous donne juste un petit exemple, vous allez vite comprendre. Moi, je travaillais donc sur les contes de la famille Orsini, la famille de la princesse des Ursins. Et puis, à partir de la fin de l'année 1682, je suis très étonnée parce que je trouve beaucoup de contes concernant de l'huile, des onguents pour les pieds des pages de la maison. Mais ce n'est pas une fois ou 2 fois, c'est chaque mois. Et c'est des sommes assez importantes. Les 6 petits pages de la maison ont manifestement un problème au pied. Et donc, c'est vrai que j'aurais pu passer par-dessus, voilà. Sauf que non. En fait, commençant à creuser et à faire différents liens, je me suis rendu compte qu'on était en plein moment de répétition d'un opéra spectaculaire qui est donné début 1683 pour le carnaval par la famille Orsini. Et que les pages dansent dans les intermèdes de l'opéra. Donc ils ont mal aux pieds, les pauvres, et il faut bien s'en occuper parce que c'est eux qui vont danser. Donc vous voyez, et ça je l'ai su vraiment par les contes, et c'est ce qui m'a mis sur la piste de cet opéra, dont ensuite j'ai pu faire toute l'histoire, après avoir quand même rassemblé plus de 2000 pages de documents, d'archives. Donc c'est quelque chose de colossal sur un seul événement.
Ce que l'analyse des comptes révèle aussi, c'est que ces dépenses artistiques sont intégrées à l'administration des biens familiaux. C'est-à-dire que vous avez des comptes spécifiques qui sont créés pour les spectacles. C'est-à-dire que moi, partant de mes comptes pour les pieds des pages, j'ai fini par arriver à un grand livre qu'on appelle un livre de maître, qui rassemblait cette fois tous les comptes de la famille, où j'ai 2 pages de synthèse de tout ce qu'on a dépensé pour ce spectacle, chaque ligne de ces 2 pages renvoyant à des dizaines d'autres documents qui détaillaient ces dépenses. Et donc, dernière quand même petite chose, parce que là on voit bien qu'il s'agit quand même de dépenses qui sont importantes, et donc on peut se demander, mais finalement, d'où est-ce qu'ils tirent leurs revenus? D'où ces familles ont leurs revenus? Alors, elles ont des propriétés foncières, elles font aussi des investissements financiers, mais ce que l'on ne dit pas à l'époque, mais ce que les comptes révèlent bien sûr, c'est qu'elles font commerce. Dans le cas par exemple de la famille Orsini, ce sont des commerçants de laine et de soie. Alors je vous montre juste cela aussi pour les Orsini. Là, encore une fois, c'est pour le petit plaisir. Parce qu'alors, moi, j'ai pas de chance. Le château, le palais des Orsini à Rome a été détruit, mais alors eux n'ont pas de villa de villégiature, mais ils ont un très beau château, qui est le château de Bracciano, qui est à côté de Rome, et qui donc existe toujours. Et là, on sait qu'il y avait une grosse entreprise de sidérurgie qui était dirigée par le duc de Bracciano. Voilà. Alors, je pourrais prendre peut-être beaucoup d'exemples, mais je vais peut-être passer rapidement là-dessus. Peut-être juste encore un tout petit exemple que j'emprunte cette fois à une de nos collègues, qui est notre collègue portugaise, Cristina Fernandes. Petit clin d'œil à Rosa, comme ça le Portugal est présent. Alors, ici, vous voyez en fait une scène d'une pièce en fait qui s'appelle La Virtu negli Amori. Bon, la vertu dans les amours. Au départ, il s'agit en fait d'une toute petite pièce qui devait avoir lieu chez l'ambassadeur du roi du Portugal à Rome. Sauf que à ce moment-là est élu le pape Innocent XIII, qui est Michelangelo Conti, et qui est l'ancien nonce apostolique à Lisbonne. Et donc le roi du Portugal se dit « Ah ben c'est quand même le moment d'organiser quelque chose d'important à Rome ». Et ce qui était prévu pour être un tout petit spectacle chez l'ambassadeur va devenir en fait une œuvre tout à fait conséquente, où on va investir beaucoup plus. Donc au départ, cantate de chambre, cette œuvre devient en fait un spectacle lyrique coûteux qui est confié à Alessandro Scarlatti et qui va avoir lieu au Théâtre Capranica, que j'ai mentionné tout à l'heure, avec une scénographie de Francesco Bibbiena. Alors pour ceux qui connaissent Mantoue, vous savez peut-être qu'il y a le théâtre Bibbiena à Mantoue, c'est de la même famille, un peu plus tard. Voilà. Et donc, à partir des sources comptables inédites que Cristina Fernandes a retrouvées dans la bibliothèque d'Ajuda de Lisbonne, eh bien, elle est parvenue à refaire l'histoire de l'ensemble de ce spectacle qu'on ne connaissait pas et qui était un spectacle marquant pour la vie diplomatique de l'époque. Dernière petite chose au niveau économique, mais qui est quand même important, c'est que la plupart de ces familles n'avaient pas assez de liquidité, d'argent liquide en fait. Leur argent était souvent immobilisé. Et ce qu'on a mis au jour aussi, c'était que le recours au crédit était extrêmement fréquent pour financer leur spectacle. Et donc là, on a lancé aussi toute une recherche au Mont-de-Piété de Rome et dans une autre banque qui est le Banco di Santo Spirito, et où on a vu qu'il était très fréquent d'aller mettre un objet précieux en gage, un meuble en gage, le temps de pouvoir payer ses artistes, et quand on pouvait,
eh ben, on allait récupérer ces objets dans ces banques. Et c'était un système extrêmement, qui marchait très très bien et qui était extrêmement pratiqué et qui permettait donc aux familles de mobiliser des ressources supplémentaires. Un mot, et là c'était donc mon deuxième point sur la magnificence, je voulais simplement dire un mot de la manière dont on pouvait créer des effets de magnificence sur la scène. C'est-à-dire si on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'un spectacle magnifique? Et finalement, qu'est-ce qu'on déploie comme moyen dans ces théâtres? Alors, un petit mot. J'ai parlé des théâtres payants tout à l'heure, mais donc la plupart des familles sur lesquelles on a travaillé possédaient des théâtres privés. Certaines avaient carrément des théâtres stables, d'autres les faisaient construire, mais avec tous les rangs de loges, les faisaient construire de manière éphémère pour le temps d'un carnaval. Et je voulais simplement, ça c'est aussi pour vous donner envie d'aller regarder dans notre livre, donc le livre final sur la magnificence. Là, vous avez un plan qu'avait trouvé un de nos collègues, Hub van der Linden, hollandais. Et là, c'est un plan justement du théâtre Capranica. Donc, il a juste ça. Et à partir de ce plan, il a fait réaliser une reconstitution 3D, en fait, du théâtre, où vous voyez là bien le palais Capranica, donc qui est celui derrière la Chambre des députés, et vous voyez où le théâtre était situé. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il a pu donc ensuite reconstruire aussi le théâtre avec ses rangées de loges. Donc on a vraiment affaire à des choses absolument somptueuses. Et vous voyez tous ces petits chiffres, là c'est une vue d'ensemble. Pour une année, l'année 1732, il a pu dire qui était où dans chacune des loges. Ce qui nous permet d'avoir une sorte de photographie de l'occupation du théâtre à un temps donné, photographie sociale extrêmement utile. Alors, pour susciter en fait l'émerveillement, pour susciter l'admiration du public, en créant comme ça un monde à part qui suscite comme ça une forme d'éblouissement, on recourait à plusieurs techniques. Évidemment l'éclairage, d'abord, qui était utilisé pour mettre en valeur la richesse des décors et des costumes, mais qui était aussi utilisé pour dissimuler certains mécanismes de scène ou pour créer des effets aussi. Parce que au temps des bougies et des chandelles, comment est-ce qu'on obtenait une nuit, par exemple? Comment est-ce qu'on faisait un lever de soleil? Et donc, il y avait des techniques qui étaient développées à l'époque. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que je parle de chandelles, de bougies. En répétition, on utilisait des chandelles qui étaient donc de suif. Au moment des spectacles, on utilisait des bougies de cire, mais qui, bien sûr, coûtaient plus cher. Les décors, eux, qui étaient absolument monumentaux. Quand on regarde les gravures, on a des décors avec des colonnes de marbre spectaculaires, etc. Tout est en carton-pâte ou en faux marbre. Je ne sais pas si vous voyez la petite église Saint-Nicolas des Lorrains qui est cachée derrière la place Navone, qui est entièrement recouverte comme ça de peinture en faux marbre. Bon, on a déjà ce genre de techniques qui sont utilisées sur les scènes. Et pour les costumes, alors eux, ils sont somptueux, ils brillent de mille feux grâce à l'utilisation de pierres précieuses, mais fausses, grâce à l'utilisation de plumes, d'ornements, etc. Par exemple, dans le banquet de Kidji que j'ai mentionné tout à l'heure, on sait que les comédiens portaient, par exemple, des corsets ornés jusqu'à 1500 petits cristaux à miroir ou de tuniques de lames argentées décorées de perles, c'est-à-dire tout ce qui captait la lumière. Il y avait des machines, évidemment, par exemple le Bernin, dont vous pouvez aller assister à l'exposition qu'il y a en ce moment au château, puisque le buste qu'il a fait de Louis XIV y est en ce moment exposé et a donné lieu donc à cette exposition. Vous avez, par exemple, la machine du soleil du Bernin, qui était quelque chose d'absolument extraordinaire, où un énorme soleil fait en laiton était éclairé et
permettait comme ça ce lever de soleil. Donc, vous l'avez bien compris, la magnificence au théâtre ne nécessite pas forcément l'utilisation de matériaux précieux. Ce qui compte, c'est l'illusion, c'est la virtuosité des artisans. Et ce que l'on cherche, c'est à créer un effet maximal avec des moyens réduits. L'idée étant d'avoir un impact émotionnel sur le public. Donc, admiration, stupeur aussi. Et je vous donnerai juste un exemple, parce que celui-là, je l'aime bien. Et ça, c'est une étude que j'ai faite, mais qui n'est pas dans ce livre-là, mais qui me fait complètement rêver, quelque chose que j'ai trouvé ultérieurement. On est en 1651. On est cette fois chez les Pamphili, qui n'est pas une des familles qu'on a prises en considération. Et on est, on est donc au sein de d'ailleurs, l'actuel palais qui se trouve sur le Corso. Et est représenté un opéra sacré qui raconte l'histoire de Sainte Agnès. Et il y a une mise en scène absolument extraordinaire, et il faut donc imaginer que le cadre de scène était suffisamment haut à l'intérieur même du palais pour permettre à des machines d'agir de cette manière-là. On a dans le prologue la virginité qui descend du ciel sur un char tiré par 2 licornes blanches au corps articulé, dont le revêtement argenté devait particulièrement bien capter la lumière. À la fin de l'acte 2, on a un petit chanteur qui apparaît sur un nuage et qui traverse la totalité de la scène. Et alors là, le scoop, parce que moi je ne connais pas d'autres exemples au XVIIe siècle, on a le Christ en personne à la fin de la pièce qui descend du ciel, tandis que Agnès, elle, est entraînée vers la gloire céleste, et tous deux étant accompagnés par les voix des chœurs des anges. Bon. Et les costumes, là aussi, étaient absolument somptueux. Je vous lis juste ça, parce que celui de Sainte Agnès, dit-on, bon, c'est une traduction, hein, ressemblait à un ciel étoilé, constellé d'une infinité de diamants précieux, qui faisaient pâlir toutes les autres lumières par l'éclat de leur vive splendeur. Voilà. Et là aussi, ce sont les contes, hein, là aussi, qui permettent de se rendre compte des frais engagés. Et pour terminer, j'aurais juste une question à poser aux organisateurs. Dans la mesure où on a commencé avec 8 minutes de retard, est-ce que j'ai 8 minutes en plus ou pas? Sinon, il faudrait que je conclue pour laisser un temps à l'échange. Oui? Vous me dites oui? Ok, merci. Alors, donc je termine juste sur mon tout dernier point concernant la magnificence, et qui est aussi grosso modo quand même la fin. Simplement dire une petite chose concernant en fait les enjeux, à la fois sur un plan social, mais aussi sur un plan moral, en fait, de cette magnificence. Alors déjà, je voudrais détruire une sorte presque de préjugé lorsque même vous regardez notre base de données, ou peut-être que voilà, vous avez vous-même votre propre imaginaire sur cette question. On pourrait penser que la vie des aristocrates romains n'était qu'une juxtaposition de moments exceptionnels. Eh bien non, en fait. Il faut bien se rendre compte qu'au cours de leur existence, ces manifestations de magnificence étaient quand même concentrées. Ça allait être pour un mariage, pour une naissance, la mort de quelqu'un, etc. Donc c'est des moments qui sont très bien définis dans la vie sociale. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'y préparait quotidiennement. Donc, et ça passe par l'éducation. Et vous vous rendez bien compte que cette magnificence était une pratique qui exigeait une parfaite connaissance des usages sociaux, de la politesse, des règles de l'étiquette, que l'on mettait ensuite en œuvre dans la vie courante. Et au collège, les fameux collèges dont je parlais tout à l'heure, les enfants et les adolescents apprenaient la vie en société, apprenaient la conversation brillante, de manière ensuite à être immédiatement insérés dans une vie de relation. Et il s'agissait, pour ces familles, alors certes elles dépensaient, mais il s'agissait de faire valoir cette dépense, c'est-à-dire qu'on montrait qu'on dépensait. Ce n'est pas une dépense discrète, on va dire.
Et donc, il fallait savoir tirer profit sur un plan symbolique et social des sommes investies dans ces arts du spectacle. Et donc, on voit que cette recherche de magnificence comporte aussi des risques moraux, par exemple des formes d'excès, des formes d'ostentation, de superficialité aussi. On peut penser aussi que cette forme de prodigalité peut entrer en contradiction avec des valeurs chrétiennes, comme celle de l'humilité, comme celle de la charité. Et ces tensions sont très présentes, en fait, dans les discours des contemporains, que ce soit, par exemple, dans les traités sur la civilité, mais aussi dans certaines formes théâtrales. Par exemple, dans la Commedia dell'arte, vous avez le personnage du Magnifico, le magnifique, et qui est le symbole, lui, de cette magnificence excessive, en fait. Donc là aussi, il y a toujours une mesure, un équilibre à trouver et à garder. Voilà, alors je terminerai, là en fait j'ai quasiment terminé, donc bon là c'était simplement pour vous montrer la couverture de notre livre, donc que vous pouvez regarder également sur internet et télécharger intégralement, mais qui est vraiment en quelque sorte le testament, on va dire, de notre projet. Et je voulais aussi juste signaler une thèse qui a été faite par notre collègue Gloria Giordano, qui est professeure aujourd'hui de danse à l'Académie nationale de danse, et qui a fait une thèse sur la danse au séminaire romain, et qui a été un travail absolument colossal, et qui a donné lieu, là vous la voyez ici, présentant les résultats de sa thèse à ses étudiants à l'Académie nationale de danse, qui était quelque chose qui était assez important aussi pour moi, qui est des retombées pour la pratique. Et pour terminer peut-être avec la dimension sonore de la magnificence, je dirais juste un mot. Alors, on a enregistré aussi deux disques, en fait, vraiment à partir des recherches menées dans le projet. Et ce que je vous propose, c'est d'entendre, en fait, ce qui résonnait en 1669 au Palais des Orsini, qui est donc un extrait d'un madrigal d'un certain Bernabei, qui était donc un musicien connu à l'époque, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Il s'agit donc forcément de madrigaux, donc de musique polyphonique, mais qui était vraiment interprété dans un salon. Et là, on a un petit extrait aussi qui a été capté pendant l'enregistrement. Voilà, donc on en écoute, je vous ferai juste signe quand on arrête. Merci. Voilà, donc tout ça est en accès là aussi sur YouTube. Donc en tapant Bernabei, Faenza, vous pouvez tomber sur divers extraits. Et donc je conclus maintenant. Donc en tout cas voilà, c'était pour vous dire qu'on était allé donc des archives jusqu'à l'enregistrement pour travailler cette fois-ci sur la dimension sonore de la magnificence. La question que je voulais poser en conclusion, en fait, c'était et maintenant? Que fait-on après donc un projet comme ça alors moi en ce qui me concerne, indépendamment des années de recherche collective, en gros ça a quand même occupé 10 ans de mon existence.
Donc, je pense qu'on a lancé une dynamique, ça c'est sûr, et que parmi notamment tous les jeunes chercheurs qui étaient dans l'équipe, tout le monde a trouvé un poste, alors temporaire ou définitif, à l'issue du projet. Donc, c'est quand même qu'on a ça a été efficace aussi à ce niveau-là. Et maintenant, moi, mon idée, elle est double. D'une part, j'aimerais réaliser, et donc là, j'ai commencé à co-écrire, mais d'ailleurs, je pense qu'elle est là avec Oumi Sonko, qui est journaliste, productrice, un documentaire sur la magnificence d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire trouver des formes maintenant de valorisation, de diffusion de nos résultats. Et j'ai entamé le montage d'un nouveau projet, cette fois, autour des questions d'art, de magnificence et d'éthique. Parce qu'il me semblait vraiment que cette notion d'éthique, c'est celle qu'on a le moins explorée. Sauf qu'en ancrant cette fois davantage le projet dans le présent, donc pour aller jusqu'à nous aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.